Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Sport Box. Premier mercredi donc de décembre 2021, journée mondiale de lutte contre le sida. Et nous avons une pensée pour tous les malades et les orphelins et enfants vulnérables dus au VIH-Sida. C'est également le premier mercredi donc, du mois et ces jours de Sport Box. Le thème principal de Sport Box tournera autour du championnat national de football de première division. C'est pourquoi le thème du jour s'intitule Ligue 1 l'ONAB des soucis. Un thème bref, certes, mais il permettra de revenir sur le niveau de compétitivité des clubs et l'organisation du championnat et la renaissance de l'étoile filante de Ouagadougou et de l'ASFA Nyenenga. Dans ce numéro, il sera question également de l'affaire qui oppose le manager et ancien international burkinabé de football Boema Maïga et l'international burkinabé en activité Bertrand Traoré de Aston Villa. Les deux parties étaient devant donc le juge ce mardi et le verdict est attendu pour le 14 décembre prochain. Et pour terminer, Lionel Messi a remporté son 7e ballon d'or ce lundi à Paris devant le Polonais Robert Lewandowski. L'Argentin mérite-t-il ce 7e ballon d'or? Nous prendrons les avis de nos invités sur ce plateau. Et sur ce plateau, justement, nous avons Antoine Bationo des éditions Le Pays. Antoine, bonsoir. Bonsoir Jean Modeste et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Et puis, Boukari Ouedraogo, vous travaillez pour la Fondation Hirondelle. Bonsoir Boukari. Bonsoir Jean Modeste, bonsoir la RTV. Et puis Issoufou Fayama, président de la commission chargé de la normalisation des écoles et centres de formation et de la relève. Vous êtes observateur de football. Bonsoir Fayama. Bonsoir Modeste, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir aux membres de ce plateau. Je précise que vous êtes là en tant qu'observateur de football. D'accord, c'est important. Et puis, nous avons le président de l'ASFA Nyenenga. Il est avec nous. Il s'agit de monsieur Seydou donc, Cabré. Monsieur Cabré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean Modeste. OK. Et bonsoir à la RTV. OK. Et merci donc de répondre à notre invitation, messieurs. Le championnat national de football de première division a débuté le 24 septembre dernier. Nous sommes actuellement à la 10e journée. Quelles sont vos appréciations par rapport donc, au déroulement de ce championnat-là? Ce que vous avez déjà vu, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, Antoine? Dans un premier temps, après 10 journées, il y a des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Hein. Donc, pour dire que quelque part aussi, on a senti des équipes des clubs qui ont travaillé, on a senti une métamorphose bien d'autres. Et ce qu'on pensait pouvoir mener le débat jusqu'à présent, pour l'instant, c'est des résultats mi-figue, mi-raisin. Quand on voit le champion sortant, on ne va pas dire qu'il est en difficulté, mais l'AS Sonabel, 6e au classement. On ne va pas dire qu'il y a Salitas, qu'on voit comme chose. C'est vrai, on pensait à une équipe comme l'USFA, mais l'USFA qui tient la route, qui est leader actuellement. Mais moi, je suis bien satisfait de deux clubs. Vous en avez parlé en début, c'est l'ASFA et l'EFO. Je suis satisfait, on sent que ces clubs traditionnels-là reviennent. Alors, on a le président de l'ASFA qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé en tout temps. On aurait voulu avoir l'EFO aussi, ça allait être intéressant pour voir ce qui a changé du côté de l'EFO. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe bien pour ces clubs. Dans l'ensemble, ça va. Il y a Kiko qui moi, fait des merveilles pour l'instant. Kiko du côté de Bobo. L'ASFB, ça... Mais de façon générale, pour ce qui est du jeu, on apprécie bien. Ça donne envie de venir voir des matchs au stade. Et donc, c'est ce qui est le plus important. Pour le reste, c'est chaque club qui doit se battre maintenant pour éviter la relégation, pour être champion. Alors, président, l'ASFA se porte bien parce que vous avez un match à moins. Vous êtes 2e, vous avez 18 points, vous avez perdu qu'un seul match. Alors, dites-nous,
c'est quoi je n'ai pas de le secret, mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans cette équipe de l'ASFA? Mais le football n'a jamais de secret. C'est le travail, dans le football, c'est le travail, il faut travailler dur. Sur le même plateau, je vous avais dit ici, je crois que dans le mois de mai, que l'ASFA est en train de revenir. C'est une équipe qui était à rebâtir. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que l'ASFA puisse atteindre le niveau où il est actuellement. Mais je ne pense pas qu'il y ait un secret. C'est le travail. Donc, c'est du travail de plusieurs années qui est en train de se payer maintenant. D'accord. Donc, nous pensons quand même aller encore plus loin. D'accord. Oui. Oui, Fayama. Moi, avant de rebondir sur ce que le président vient de dire, pour moi, le championnat de sa 10e journée, il y a beaucoup à dire. D'abord sur le plan de l'organisation, sur le plan de comment les événements sont gérés, sur le plan de l'attitude même des acteurs et la responsabilité des différents clubs. D'accord. Si vous prenez sur le plan de l'organisation, c'était un défi. Parce que si on voit la nouvelle équipe aujourd'hui qui tente de faire les choses, c'est une nouvelle approche. On tente avec les moyens que nous avons habituellement, mais on essaie de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas ajouter ce petit grain d'innovation. Est-ce que les choses sont faites différemment? Non, ce que je suis en train de dire, faisait il y a quelques années, malheureusement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en toute situation, tu prends le pouls de la situation, tu essaies de mettre en situation d'activité, tu essaies d'évaluer. À un moment donné, tu te fais une idée de ce qui ne va pas, et en ce moment, tu as un bon diagnostic, tu peux te projeter. En ce moment, les innovations qui doivent être mises en œuvre, vous allez voir maintenant que ces innovations-là vont venir. D'accord. Bon, sur le plan des différentes, j'allais dire, du déroulement, de la façon dont les événements sont gérés, il y a plusieurs décisions qu'on a vues concernant des arbitres, concernant même le comportement des acteurs. Voilà, de certains acteurs, on était obligé de... Voilà, les instances se sont saisies et puis ils ont tranché pour donc aller à des sanctions pour ceux qu'il fallait le faire. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est que la question de terrain demeure. La question de terrain disponible demeure parce que ce sont une question qui date quand même. On ne devrait pas être toujours là en train de parler de ça. Vous vous rappelez l'année passée, on en discutait déjà où on avait des garanties même que la saison qui allait débuter, là, il n'y aura pas de problème de terrain. Et avec cette nouvelle situation qu'on a vue avec l'ASK, où on a dit que bon, même s'il n'y a pas de terrain, on va tout faire pour que le championnat de D1 ne se joue plus sur terrain neutre. Mais la réalité nous a rattrapés. Il est clair aujourd'hui qu'on n'a pas le choix donc que de faire la conciliation entre ce qui est l'élément essentiel du football quand on l'organise, ça veut dire l'aspect jeu social, société, et puis ce que nous voulons, aller donc dans la professionnalisation voilà, de notre sport. Vous enlevez l'ASK aujourd'hui dans son domicile, vous dites qu'il joue ailleurs, vous êtes en train d'aller dénaturer parce que vous cherchez un idéal. Mais en même temps, vous écartez de l'essentiel qui est aujourd'hui de permettre à une entité qui a mis les moyens pour arriver à un niveau, de pouvoir profiter de ce qu'il a fait. Moi, je me dis que ce sont des choses peut-être qu'on peut revoir, quitte à peut-être mettre des mécanismes pour accompagner ceux qui sont déjà engagés dans la dynamique, donc de rendre opérationnelles les installations avant de pouvoir disputer les différents matchs. Maintenant, pour le cas des dirigeants des clubs, moi je suis vraiment surpris qu'une équipe comme ASFA et puis EFO aujourd'hui, jusqu'à présent, on parle de reconstruction. C'est des équipes de plusieurs années. Chaque année, on reconstruit. C'est dommage. Non, ce que je veux dire, on ne peut pas éternellement être en train de reconstruire. À un moment donné, il faut qu'on nous dise on reconstruit dans quel délai et qu'est-ce qui est en train d'être fait. Non, vous savez, une sélection, c'est toute une autre affaire. Tu peux avoir la bonne volonté, il faut avoir de la matière. Parce que tout ne dépend pas de toi. Le club peut se permettre d'aller acheter un joueur s'il a les moyens. En sélection, on ne peut pas aller se lever comme ça, aller recruter un joueur ailleurs. C'est deux données différentes. Mais je me dis, mais pour l'exemple, pour les clubs comme ASFA, peut-être qu'on veut passer sous silence la débâcle de cette même équipe-là en Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ont été amenés dans toutes les conditions, toutes les conditions ont été mises pour les permettre de donner le résultat. C'est le même effectif. Voilà. Parce que c'est pour dire que si on renchérit trop, peut-être cette petite avancée qui, moi, j'allais dire, c'est accidentel. Parce que si vous rentrez à l'intérieur, vous regardez la moyenne d'âge, vous regardez ce qui est fait en termes de projets sur le long terme, vous n'aurez pas grand-chose. Vous allez attendre encore à la fin de l'année, vous le voir l'année prochaine pour dire que bon, on est en train de reconstruire parce qu'il y aura des départs, il y aura encore des joueurs qui vont recruter en chemin et tout le temps c'est la même routine. D'accord. Avant que Boukari ne réagisse, Monsieur le Président, est-ce que c'est éphémère tout ce qu'on voit là? Est-ce que c'est éphémère? Vous pensez que
le projet là, il n'y a pas de projet derrière? Pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Alors, Boukari? Oui, bon, en attendant donc de voir la suite avec tout ce qui se passe, peut-être qu'on pourra revenir sur... Il y a beaucoup de choses que Fayama a eu à dire sur ce plateau, notamment l'organisation, les premiers terrains. Est-ce que vous voulez répondre? Voilà, déjà, bon, concernant donc, le niveau du championnat cette saison, il faut dire que moi, je suis un peu resté sur ce que j'ai vu la saison écoulée. C'était vraiment intense, il y avait vraiment du beau jeu. Dès la première journée jusqu'à la dernière journée, il y avait vraiment du beau jeu. C'est vrai qu'on connaît donc le contexte. Il y avait donc 4 équipes qui devaient descendre en deuxième division. Et voilà, donc ça fait que il y a eu vraiment du jeu. Donc moi, je suis resté donc, sur ce championnat. Ici, on va faire une comparaison. Je trouve que le niveau a baissé par rapport donc, à la saison écoulée. Mais je reste d'accord avec Parce que Antoine. La saison écoulée, à la 10e journée, le premier avait 21 points. Oui, ouais, le premier avait 21 points et c'était serré. Et quand vous regardez jusqu'à 2, 3, 4 journées de la fin, on ne savait pas quelle équipe allait descendre. Même l'équipe classée 7e, 8e pouvait descendre en 2e division. Donc ça fait que c'était vraiment chaud. Voilà, donc il y a un point sur lequel également je suis un peu dessus, c'est effectivement de voir que on va jouer 7 saisons encore. Bon, on joue 7 saisons encore sur les terrains communément appelés Gragra où il y a la poussière qui se dégage. Voilà, sur le terrain nu. Voilà, parce que je pensais qu'on allait dépasser ce problème-là, quitte même à modifier le règlement du championnat de 2-2 de la 2-1 pour tenir compte donc de ces aspects-là. Ça rappelle la saison écoulée avec Majestic. C'est Majestic qui a dû changer de terrain du fait que le stade de Manga, donc la pelouse était partie, qui a déménagé à Zignaré. On s'attendait à ce qu'on reste dans cette continuité. Mais Majestic pouvait jouer aussi à Pau. Oui, non, bien sûr. Mais justement, par exemple, une équipe comme Koudougou peut utiliser donc, le terrain de Pau, pourquoi pas? Parce qu'ils jouent sur le terrain Gragra dont on parle. Pour moi, c'était de faire en sorte... aussi qu'il évoque. C'était de faire en sorte, par exemple... L'aspect sociétal, bon, il y a quand même pas mal de... Non, mais rappelez-vous, Majestic, justement, a joué à Pau, a joué à Saponé et tout ça. C'est vrai que Saponé, c'était son terrain. Voilà, a joué à Manga après, mais ça n'a pas empêché que les supporters viennent. Et au contraire, dans les provinces, je pense que la Ligue de football peut confirmer, dans les provinces, il y a souvent plus d'entrées même qu'à Ouagadougou. Parce qu'à Ouagadougou, c'est vrai, vous allez voir du public dans les stades, mais ce n'est pas sûr que tout le monde a payé son ticket d'entrée pour avoir accès donc, au stade. Et en temps, je me rappelle l'ancien président, l'ancien secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, Ouedraogo, parlait plutôt donc, des spectateurs. Voilà, il parlait des spectateurs. Il y a des spectateurs, mais ce n'est pas des gens qui ont forcément payé le ticket d'entrée donc, au stade. Donc il y avait tous ces éléments-là. Et vu la suspension même du stade du 4 août, on s'était dit, bon, on allait se servir de cet exemple-là pour donc, sensibiliser en même temps donc, la communauté sportive pour se dire, oui, vous voyez, on a été sanctionné parce qu'on n'a pas un bon terrain. On va faire en sorte de jouer tous nos matchs donc, sur des terrains gazonnés. Et pour moi, c'était de sélectionner tous les terrains gazonnés que le pays a, essayer de faire une répartition. Vous avez pris l'exemple du terrain de Pau, qui actuellement, aucune équipe ne joue sur ce terrain-là. Peut-être la 2-2 où les équipes féminines vont y jouer, mais aucune équipe ne joue donc sur ce terrain-là. Donc ça fait que c'est dommage. Et quand ça reste comme ça aussi, bien sûr, ça va se dégrader avec les intempéries, le manque d'entretien, tout ça. Vous savez, moi j'ai la faiblesse de penser que quand on veut réellement développer le football à l'échelle d'un pays, il faut être quand même, à même donc de mettre en œuvre toutes les variables qui sont disponibles. Parce que c'est une question d'environnement. Nous, on a un environnement type qui est là. Moi, j'étais plus favorable à comment faire en sorte que les villes qui sont... Vous savez, le football, c'est le sport le plus populaire. Et même ici, c'est vérifié. Les villes qui ont pu avoir des terrains, s'ils étaient en 2-3, parce que ça doit être l'occasion pour ces équipes-là de se mettre au travail pour pouvoir monter encore dans l'élite, oui. Absolument, de monter un peu dans l'élite. Je pense que c'est ce moyen incitatif-là que moi je voyais. Pour moi, les terrains, là, c'est tout ça là ensemble. Ça ne doit pas être un terrain qu'on le fait et des gens qui ont pu résoudre la question d'organisation, qui ont pu avoir une équipe qui a évolué, qu'on leur dit non, venez jouer sur notre terrain. Non, moi je pense que l'idéal pour nous, c'est de pouvoir jouer, avoir des équipes partout. Voilà, c'est ça l'idéal. Cet idéal-là, on ne peut l'atteindre que lorsqu'on arrive à mettre à profit ces moyens incitatifs-là. Aujourd'hui, on a un terrain à Pau. Qu'est-ce que les gens de Pau font en termes d'organisation pour faire valoriser les talents qui sont à Pau? Parce que je suis sûr qu'il y en a. Il y a les centres de formation, il y a le Naouri de Pau. Par exemple, ça serait bien regrettable que jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, je vous avais dit ici, lorsque, c'est vrai qu'il faut, les faits sont les faits, hein, ce qui a été dit en son temps, le président de l'Assemblée, lors de son passage à Koudougou, avait dit ceci, qu'ils vont faire un appel à l'endroit des fils et filles de Koudougou pour qu'ils viennent les aider. Donc, voilà. Aujourd'hui encore, on en est là.
Les fils et filles de Koudougou sont toujours là et Koudougou n'a toujours pas son terrain. Et vous pensez que ça, moi je veux encourager... aux filles et aux fils de Koudougou de construire le stade. On vous a dit que le développement... Non, quand on parle de développement, c'est une affaire de tous. Oui, c'est vrai, mais ailleurs aussi, c'est l'État qui a construit le terrain. Non, l'État est le pionnier. En quoi... Ce qui concerne Koudougou, il y a eu un terrain qui avait été construit, un terrain gazonné, voilà, qui a été très mal fait. Oui. Il y a ce problème aussi qui se pose. Oui. Voilà, si déjà on a construit un terrain qui a été mal fait, qu'on n'a pas pu exploiter, il faut déjà qu'on rende compte, qu'on sache, qu'on puisse situer les responsabilités. Qui a fauté, pourquoi ce terrain-là n'a jamais été utilisé pour les différents matchs. Et maintenant, l'autre personne dont vous parlez, donc après le fils, presque partout. Voilà. Ça, c'est un autre débat qu'on pose. Voilà. Non, d'abord, en fait, ça, c'est pas mon idée. Il y a une première question qui est là déjà. Ça, c'est pas mon idée. Oui, c'était pour rappeler le fait qu'aujourd'hui, si on reste dans cette dynamique-là, alors que les choses ne sont pas faites, pour dire aujourd'hui qu'on enlève à Koudougou, parce que Koudougou n'a pas de terrain, qu'on enlève à Koudougou le fait qu'ils ont, ces privilèges qu'ils ont aujourd'hui de jouer sur ces œufs, de les dire de venir jouer à Zignaré, vous pensez qu'on aide le développement du football dans cette localité-là? Pas du tout. Moi, je m'inscris dans... Comment on fait pour faire avancer? Dans le règlement des différents championnats, allez-y, Boukari. Quand vous n'avez pas un certain budget, vous ne jouez pas en première division. Il y a un gendarme. Un gendarme. En troisième division, en deuxième division, au niveau amateur, sur le football professionnel. Voilà, on peut inclure dans le règlement. Vous êtes en deuxième division. Pour pouvoir donc jouer en première division, il faut que vous ayez d'abord un terrain gazonné. Si vous n'avez pas un terrain gazonné, que vous puissiez trouver un terrain de rechange. Et j'ai pris l'exemple de Majestic. En temps, Majestic avait été bien adopté par le public de Pau. Bien sûr. On était tous témoins. Pau d'abord, Saponé ensuite. C'était même un déchirement. Avec le chef de Saponé en tête. Voilà, lorsqu'ils ont appris que, comment on appelle, Majestic allait déménager à Saponé. Et à Manga aussi, c'était la même chose. C'était encore un autre déchirement lorsqu'ils ont appris que leur équipe Majestic partait jouer à Zignari. Je vais stade plein. Il faut d'abord penser à la santé des joueurs. Comment faire en sorte qu'un joueur qui monte sur le terrain puisse terminer son match et qu'il n'y ait pas de blessure. Je pense que c'est ce à quoi il faut... On va recadrer le débat. On va recadrer parce qu'on est en train de sortir du débat. Je vais répondre parce que c'est le problème de terrain. D'accord. Très rapidement, parce qu'on va passer à autre chose. On a tellement de sujets. Fayama a évoqué deux aspects. Côté professionnalisation, ça veut dire qu'il faut chercher les terrains gazonnés, ou côté jeu sociétal, etc. Mais il y a des pays où les gens ont trouvé la solution d'une manière ou d'autre dans la sous-région. Lorsqu'on joue le championnat, et il y a des clubs de certaines localités qui ont eu domicile soit dans la capitale ou dans une autre ville où il y a terrain gazonné. On oblige les clubs à jouer sur des terrains gazonnés. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas. C'est le cas. Avec des clubs d'intérieur. C'est les gars qui viennent de Korogo, de Gagnoa. Maintenant, on va jouer à Gagnoa parce qu'ils ont réhabilité leur pelouse. Ils ont essayé de réaménager. Mais c'était comme ça jusqu'à récemment. Tous les clubs pratiquement jouaient à Abidjan. Un stade ou deux stades, on jouait de vendredi jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi. D'accord. Il fallait trouver la formule. C'est des choses qu'on pouvait imposer. Bon, les gens évoquaient un autre aspect parce qu'on les a laissés jouer en D2 sur leur terrain. Et maintenant, on veut les empêcher de jouer en la première division sur leur terrain. Après, on joue sur les sentiments. Et quand on joue sur les sentiments, on est obligé de faire ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, Antoine. Mais sinon, il faut frapper fort. C'est comme le cas à Bobo pour la deuxième division. Lorsque, je crois savoir que lorsque, du moins, Raïm OFC a souhaité jouer sur son terrain, mais il y a des gens qui ont refusé. Pourquoi Raïmo, le club a joué son match? Tant que les dispositions sont là, le terrain est réglementaire, il est aux normes, mais tant qu'il n'a pas... On peut jouer. D'accord, Antoine, on va recadrer, parce que là, on risque de faire tout le débat sur cette question de stade. Revenons sur la bonne santé de l'EFO et de l'ASFA. Monsieur, le président vous a dit, lui, il est confiant. Lui sait qu'ils ont un projet, ils vont aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous voyez ces équipes-là évoluer, que ça peut aller loin? Fayama lui a dit que, bon... Moi, je vous dis tout net. Tout ce que nous faisons, le contexte compte. Tout ce que nous allons dire en termes de reproches, en termes d'organisation, si on ne le contextualise pas, il y a tout le temps une meilleure organisation ailleurs. Mais dans notre contexte, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le meilleur qu'on peut faire chez nous, c'est ça seulement qui peut nous aider. Pour les cas de ces clubs qui ont, je ne sais plus combien d'années ils en ont, parce que beaucoup ont plus de une dizaine de titres. Il faut 13 titres. Voilà, 13 titres. Oui, ASFA 13. ASFA aussi 13 titres. Alors,
l'avènement, depuis les 5 dernières années, depuis le championnat 2017, la saison 2017-2018, ces clubs avaient un peu disparu. Les meilleures positions, c'était 6e, 5e. C'était les meilleures positions. Mais ça n'arrive pas seulement à J'arrive. Vous voyez déjà que vous vous mettez au niveau de tout le monde. Vous voyez, c'est ça, moi, c'est ça qui me gêne. Ce sont des clubs, mine de rien, ils aiment dire non, nous sommes les anciens, nous avons beaucoup de titres. Ouais. Alors que si on fait des reproches, nous aussi... La vie, c'est les étoiles. Ceux-là aussi, ils sont comme nous, mais ils n'ont pas fait mieux que nous. Mais moi, ce que je regrette, je vais le dire, ce que je regrette, et c'est que ce sont des clubs qui se gèrent, pour moi, à mon avis, hein, c'est un sentiment personnel, comme ils se gèrent le jour au jour. On commence quand il y a un résultat, 2 matchs, 3 matchs, on arrive à gagner. On dit, ah, est-ce qu'il n'est pas possible de penser au titre? Lorsque les défaites commencent à venir, est-ce que ce n'est pas l'entraîneur qui n'est pas bon? Ça ne semble pas un projet ficelé avec une organisation type. Ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on sache quel maillon il faut utiliser pour corriger et avancer. C'est ce qui aussi se passe sur les terrains. Quand vous voyez ces équipes-là, ils jouent, le joueur joue. Aujourd'hui, il fait un mauvais match. Demain, il n'arrive pas à s'en sortir. Après, demain, ils vont demander à l'entraîneur de le faire asseoir. Président, est-ce que c'est le cas? Non, mais les grandes équipes, c'est des équipes à pression. D'accord. L'Étoile et l'Asfa, ce ne sont pas des équipes qui n'ont pas de supporters. Donc, ce qui arrivait à l'Asfa et à l'Étoile, ce n'est pas à l'Asfa et à l'Étoile seulement que c'est arrivé. Et quand tu regardes au Barcelone, et le Barcelone d'aujourd'hui n'est pas comparé au Barcelone de 5 ans passés. Ce qui est arrivé à l'Étoile, à l'Asfa, ça arrive aussi à Manchester City. Ça peut arriver. On ne peut pas seulement être au top, rester au top niveau et continuer. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Est-ce que vous pensez au titre cette année? Oui, il a parlé, il a souligné quelque chose. À ce moment, on a l'impression que c'est une éternité. Chaque année, on parle de reconstruction. Je prends le cas, par exemple, de l'Étoile filande. Le cas de l'Étoile filande de Ouagadougou. Combien d'années l'ASFA a parlé de reconstruction? Quand vous regardez avec le travail qui a été fait par l'ancien entraîneur, on avait vraiment senti du jeu. On a senti qu'avec Amadou Sampo, non, mais vous parlez de l'Étoile, vous ne pourrez pas répondre. Donc on sentait un projet de jeu, on sentait une équipe. Ici, la rivalité n'existe plus. Il faut asseoir, il n'y a pas de rivalité sur le plateau. Voilà, on s'est séparé de l'entraîneur et on a l'impression qu'on est en train d'aller vers un autre projet. Pour ce qui concerne donc l'ASFA Nyenenga, c'est vrai, depuis l'année passée, ça va, mais c'est presque la même chose. Après les 4 titres glanés, l'ASFA Nyenenga a disparu des radars. Alors que effectivement, ce sont ces clubs-là, l'ASFA Nyenenga, l'Étoile filande de Ouagadougou, plus l'ASFB, le RCB, voilà les équipes qui devaient tirer le championnat vers le haut. Et je pense que si l'EFO, l'ASFA, l'ASFB, le RCB avaient vraiment maintenu leur niveau, étaient vraiment les locomotives du football burkinabé, les équipes qui arrivent, les AS Sonabel, Raimo, Salitas, Majestic qui arrivent, c'est là encore tirer plus haut le niveau du football burkinabé. Et le niveau qu'on a, ce serait tout autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sont des équipes AS Douane, des équipes corporatives d'une part, et des équipes d'individus qui sont en train de faire le championnat du Burkina. Des équipes qui souvent ont du mal à réunir 100 supporters dans un terrain. C'est ce qui est déplorable. Et comme il le disait dès le départ, on a l'impression que ça fait une éternité que ces deux clubs-là se cherchent. Vous avez dit que ça arrive au FC Barcelone. Mais oui, effectivement, ça peut arriver que le FC Barcelone et le Real Madrid, par exemple, une année, ça ne va pas, mais l'année prochaine, il y a l'une de ces deux grandes équipes-là qui sort à la tête de l'autre et l'autre tente de revenir. Mais quand on regarde EFO et ASFA, ASFB, RCB, ce n'est pas le cas. Voilà, on ne les voit même pas. On parle que les jeunes ont grandi en temps, ces 4 dernières années. Non, oui, voilà pourquoi je dis que c'est l'année dernière que. Et c'est intéressant, on a parlé de surprise, ça ne devait même pas être une surprise. Ça ne devait même pas être une surprise. Voilà. Comment une surprise? Ça ne devait pas être une surprise que l'ASFA soit en train de revenir, qu'on parle de l'ASFA Nyenenga avec un match à moins qui est en train, donc, qui est deuxième avec un match à moins. Non, ce n'est pas une surprise. Ça devait être normal. C'est les autres équipes qui viennent bousculer, tenter de bousculer le faux l'ASFA Nyenenga, le RCB et même le RCK. Et là, on dit, ah voilà, il y a des équipes qui arrivent. Et également, n'oublions pas l'USFA aussi. C'est vrai que l'USFA, plus ou moins, tient la route ces dernières années, qui reste quand même parmi les 5 premiers. Mais le faux et puis l'ASFA, ce n'est pas forcément le cas. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à à intervenir sur ces deux clubs. Bon, monsieur, vous êtes journaliste. Il faut que je rappelle que le président n'est pas aussi très bavard comme vous. Non. Donc, c'est vrai. Mais on avait mené un débat ici en parlant de ces clubs traditionnels-là. Et on avait évoqué, il faut en tenir compte, qu'il y a eu une période. Il y a eu une période récemment où l'ASFA et l'EFO ont dominé le football burkinabé. On savait
qui les dirigeait. 5 titres consécutifs pour l'ASFA. On savait comment ce club-là était dirigé par qui et tout ça. Mais lorsque ça a changé, on a vu à un certain moment, l'ASFA a connu une traversée des airs il n'y a pas longtemps. Oui. Et dans la recherche de dirigeants après l'insurrection. Juste après l'insurrection. Oui, voilà. on cherchait, c'était pas évident. l'EFO, c'était pratiquement pareil, il fallait venir sauver le navire. C'était pire. Voilà, il fallait venir sauver le navire. Mais dans ces conditions, moi je pense qu'il est difficile de voir des clubs qui sont à la recherche de dirigeants, qui sont à la recherche d'une stabilité au niveau dirigeant organisationnel, de réaliser des résultats, des performances extraordinaires. Mais je ne dis pas que ces clubs-là n'ont pas failli. Oui. Mais lorsqu'on s'organise, il faut que ce soit dans la durée pour que les dirigeants passent, le club reste avec le projet reste avec ses performances. Mais depuis 2 saisons, on sent, côté ASFA par exemple, est-ce que vous sentez qu'il y a un projet? On sent qu'il y a une stabilité. Moi, je me rappelle que lorsqu'on arrivait à la fin de la saison, au niveau de l'ASFA, les dirigeants ont dit il a rappelé tout à l'heure le président Cabré, les dirigeants ont dit la saison 2021-2022, nous allons jouer les premiers rôles. Pour l'instant, l'ASFA joue les premiers rôles. On attend de voir la suite. D'accord. L'EFO, c'est peut-être l'EFO où c'est un peu, on va dire que c'est un peu... Pour vous, l'EFO, c'est par accident? Non, je ne vais pas dire que c'est par accident. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire que c'est par accident. L'EFO a connu une fin de saison difficile. Est-ce que financièrement, tout est mis en œuvre pour que je ne peux pas l'affirmer ici. Je ne peux pas l'affirmer ici. Si on veut tenir compte des résultats, on va dire que ça se passe bien à l'EFO. Mais justement, pour l'instant, mais c'est fascinante. Oui. Est-ce que l'équipe pourra tenir jusqu'à la fin de la saison? Des équipes traditionnelles. Vous avez bien dit, 2 équipes traditionnelles. Tout à fait. Les équipes traditionnelles appartiennent à qui? Ça n'appartient à personne. Et vous avez évoqué un cas, parlant d'une époque quand même un peu ancienne. Au moment qu'un dirigeant qui vient aujourd'hui, pour une équipe comme l'ASFA Yenenga qui n'appartient à personne, il essaie de s'organiser. Entre-temps, bon, il a des failles quelque part, il ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive, il ne s'attend pas et puis il repart. Le dirigeant qui reviendra est obligé de reprendre à zéro. Ce qui interroge sur le modèle économique de ces clubs-là. Et même le si vous parlez de l'organisation de ces clubs-là, ne parlez pas de ça à la fois. Boukari, laissez M. Kabé. Allez-y. Dirigeant. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Le dirigeant qui a fait les 5 championnats consécutifs, entre-temps, est-ce qu'il était encore resté au club? C'est ça aussi que vous ne cherchez pas à comprendre. Une fois que le dirigeant il investit, s'organise sur son projet, entre-temps, ça ne va pas et il n'est plus du club. Le nouveau président qui va venir, il recommence à zéro. Donc il faut rebâtir ça. Vous voyez, non? Sur l'organisation de vous avez bien dit les équipes traditionnelles. C'est le problème d'organisation. Ce ne sont pas les équipes qui ont peut-être des équipes appartenant à des individus privés ou comme le Raïm, par exemple, je veux dire la Salitas, la Majestic qui appartient à un individu. Mais pour vous, c'est difficile de diriger l'ASFA que de diriger Salitas, par exemple? C'est plus difficile pour vous de diriger l'ASFA que de diriger... Une équipe, je veux dire quoi, des équipes traditionnelles qui appartiennent à personne. Ça appartient à tout le monde. Tu vas mettre justement, vous voyez, c'est une question traditionnelle chez nous concernant ces 2 clubs-là. Ça ne renvoie pas à autre chose qu'à un système dépassé. Mais il faut ajouter la SCV et le désolé. Bon, moi je préfère historique que traditionnel. Des clubs historiques, c'est encore mieux que... Ce qui se passe, c'est vraiment étonnant qu'aujourd'hui encore, quelqu'un qui arrive à faire 5, il te gagne le championnat 5 ans d'affilée et il part, il n'y a même pas une relève derrière. Et aujourd'hui encore à l'ASFA, ils peuvent nous dire, est-ce que l'ASFA peut te compter 30 jeunes qui sont dans la relève de l'ASFA? Le président est là? Petite catégorie. Il y a la relève? Mais il y a une petite catégorie, bien sûr. Bon, oui. Vous voyez, c'est ça le drame. Vous les voyez comme ça. Quand il vous dit, bon, votre recrutement de cette saison que vous avez fait, quelle était la tranche d'âge visée? Il a parlé d'une époque où l'ASFA a fait 5 titres. Est-ce qu'à ce moment, il y a eu quand même... 2008-2013. 2008-2013. Est-ce qu'à ce moment, tu peux me dire qu'il y avait des jeunes que tu pouvais compter comme la petite catégorie? Le paradigme a évolué. Qui a pris le relais. Le paradigme a évolué. Vous-même, vous avez pris l'exemple de Salitas et puis le paradigme a évolué. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Vous devez être capable aujourd'hui
du fait de votre expérience. Parce que il y a plusieurs années, vous avez vécu plusieurs situations. Ça doit vous servir de leçon. Mais c'est ce qu'on Boukari a dit. Avec vous, tout le temps, on reconstruit. Et éternellement, on va reconstruire. Oui, on va reconstruire. Malheureusement. Moi, quand j'observe ces clubs-là, j'ai été 2 fois sur les terrains d'entraînement. 2 fois, on nous appelle. Venez, on a fermé le portail. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Des supporters qui nous appellent, ils ont tout barricadé. C'est-à-dire que la force de cette équipe-là, c'est leur moyen faible. Voilà. Ce sont les supporters, mais ce sont les supporters qui ont besoin d'être réorganisés. Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui... Ne parlez pas tous à la fois. Non, oui, je suis d'avis, mais il faut que les dirigeants se saisissent de cette opportunité actuelle, avec les performances que leur club réalise, pour réorganiser et ses supporters, parce qu'on sent qu'ils commencent à revenir au stade. Oui. Donc, il faut saisir cette opportunité, les réorganiser pour dire que ce club-là, si vraiment ce club-là vous appartient, c'est à vous de tenir, de le porter. De le porter en faisant quoi? En se réorganisant pour qu'on ne revive plus ces périodes un peu difficiles où chacun vient imposer ce qu'il a imposé. Mais ça se passe aussi du côté de ces clubs-là, du côté de la ville de Sia, avec le RCB et la SFV. Ce n'est pas évident. Quand vous arrivez des fois, il y en a qui vous disent carrément, écoutez, tu viens d'où? Ce club-là, tu ne sais pas comment il est né. Nous, on a souffert à ce club. Mais donc, quand vous entendez ça 2 fois, c'est un peu comme l'Africa Sport qui a des problèmes. Alors, on va un peu quitter, on va quitter un peu ce débat-là, mais on reste toujours dans le championnat pour dire qu'il y a eu un fait majeur lors donc, de cette 10e journée à Bourg-Glasso. C'était lundi dernier au stade Wobi, où un match n'a pas pu se dérouler parce que tout simplement, les 2 équipes sont sorties avec les mêmes couleurs. Il s'agit donc de Royal FC qui recevait l'AS Kouritenga de Koupela. Les 2 équipes sont sorties en blanc. Messieurs, commentaire. Vous avez dû entendre parler de cette actualité-là? Bon, personnellement, moi, je l'ai appris comme ça. On a aussi usé de nos petites relations là pour voir un peu clair. Mais ça reste des gens qui étaient dans le terrain. J'étais au terrain et qui ont vu des choses passer. C'est vrai qu'en la matière, ce serait mieux d'attendre vraiment le rapport du commissaire. Mais quand cela ne tienne, seulement pour ce qu'on a vu, on peut se prononcer là-dessus. Allez-y, prononcez-vous. Parce que c'est inadmissible aujourd'hui, alors que nous sommes tous unanimes là-dessus, qu'il faut trouver des vrais mécanismes pour aller au vrai développement de notre championnat, que des comportements comme ça arrivent encore. Vous imaginez un instant si on avait un contrat avec un grand sponsor ou qui était chargé par exemple, vous savez, en temps on voulait parler de la diffusion de ces matchs-là même sur la télé. Bien sûr. Et qu'on s'était calé sur un match pareil et que des gens viennent se comporter comme ça. Avant de savoir qui a fait quoi, qu'est-ce qu'on paye? Oui. On perd quoi? On perd gros. Ce n'est pas bon en termes d'image. Ce n'est pas responsable. Parce que moi, je dis ceci, pourquoi? Il y a plusieurs faits qui se sont passés sur ce terrain-là, mais tout le monde passe sous silence. On parle de ça un peu, on laisse. Des équipes qui viennent, ils refusent de rentrer dans les vestiaires. Alors que les vestiaires sont faits pour ça. Ou bien ils décident, non, nous, on ne rentre pas par ces moyens-là, on rentre par tout autre moyen, parce qu'on nous a dit que ceci, l'autre adversaire a parlé de cela. Bon, voilà. C'est tout ça là que j'ai fait, je vous dis. Si on ne contextualise pas notre vision du développement de notre football, en essayant d'écarter ces mots qui nous peinent et qui nous plombent vraiment l'aile là, on va tourner en rond. Pour vous, il y a autre chose derrière cette affaire de maillot-là? Pour vous, il y a quelque chose affaire de maillot, c'est... Il y a une affaire de WAC derrière? Non. C'est ce qui a été dit. Ce qui a été dit, qu'un préparateur aurait... Bon, l'autre équipe était venue d'abord à la présentation envers... L'équipe visiteuse était venue à une couleur, voilà, autre que la couleur blanche. Et que bon, quand il s'agissait vraiment de s'habiller pour revenir, normalement jouer, ils sont habillés en blanc. Quand on a demandé au monsieur, à un des dirigeants, bon, en fait à un de l'équipe de leur staff qui a dit, non, eux ils ont 2 maillots. Ils ont un maillot où ils utilisent à domicile et un maillot qu'ils utilisent pour les déplacements. Et que ça leur a été dit de proposer 2 maillots où ils vont utiliser un à domicile et un en déplacement. Donc ils avaient choisi de jouer nécessairement, tout ça je parle sous réserve du rapport donc, du commissaire du match. Alors, l'autre équipe aussi disant que si on va dans le principe, tout ce qu'on sait, c'est que quand l'équipe joue à domicile, elle a l'obligation, elle a cette priorité-là.
elle a cette chance-là de pouvoir porter ses couleurs parce qu'elle peut avoir des sponsors locaux pour le besoin vraiment de valoriser ces sponsors-là. L'équipe a l'obligation, à la limite, de porter ces couleurs-là. Si on va dans ce sens-là, on ne peut pas comprendre que l'équipe décide de porter un maillot et que l'adversaire, bien qu'ayant la possibilité de porter un autre maillot, parce qu'ils n'en avaient pas seulement de couleur verte et de couleur blanche, ils en avaient aussi de couleur verte. Mais ils ont choisi de porter eux aussi leur maillot qu'ils avaient baptisé comme étant le maillot du déplacement. Donc on se retrouve dans un bouclier où tout le monde refuse. D'accord. En fait, la réponse se trouve là où il a commencé, c'est le règlement. D'accord. Laissez-moi lire le règlement. L'article 26 du règlement de la compétition, saison 2021-2022. Les équipes sont vêtues de leurs couleurs respectives. Les équipes hautes portent toujours leur couleur principale. Les maillots sont numérotés en chiffres arabes de 1 à 30. Bon, on va se passer de cela. Et puis, si avant un match, les deux équipes portent des couleurs susceptibles d'être confondues, le club qui a été reçu doit obligatoirement changer de maillot. Le club qui a été reçu. Ouais, voilà. Le club reçu. Le club reçu. Oui, doit changer obligatoirement de maillot. Sur les maillots des équipes seront inscrits sur la poitrine des logos des sponsors. Bon, on va se passer de cela. Oui. Bon, voilà. La réponse est là. Tout autre maillot doit être préalablement soumis à l'approbation de la LFP. Si le match démarre avec un retard dû à un changement de maillot d'une équipe, l'équipe fautive est astreinte au paiement d'une amende de 50 000 francs CFA. Le non-respect des couleurs des maillots et des numéros de dossier communiqués avant le début de la saison et du port des maillots comportant des logos autres que... Bon, voilà, on va se passer de ça également. Alors, pour terminer, les officiels des équipes doivent porter... Bon, voilà. Alors, on s'arrête. Non, Modeste, je demande 20 secondes à ajouter par là. C'est celui qui est en déplacement qui doit changer le maillot. D'accord. Alors, ce que moi je vais regretter... La question qu'on va poser... 20 secondes, Jérôme. Ce que moi je vais regretter... Et je dis Jérôme, Modeste. Oui, allez-y. Vous savez, Jérôme, c'est... Voilà. Oh, ben, on nous confond, c'est pas grave. Ce que moi je vais regretter, c'est que nous sommes dans une situation où chacun est convaincu qu'il a raison. D'accord. Alors qu'on a essayé sur le champ de les ramener, d'appeler des équipes pour les expliquer un peu comment on peut arriver à une solution pour les permettre de jouer, chacun est cantonné. C'est pourquoi je demande aux dirigeants. Moi, très sincèrement, ma déception, c'est ça. Quand on est dit dirigeant, essayez au mieux de mieux connaître les textes. Ouais, c'est ça. Ça évite ça. Je suis sûr que si les gens connaissaient ce qui était écrit, ils allaient éviter ces comportements-là. Qui ne nous honorent pas. Peut-être que c'est expressément fait. Alors, Président, voilà un président qui nous donne. Non, mais peut-être que c'est expressément fait. Sinon, je ne peux pas comprendre tout un peu qu'il y a un secrétaire général, un secrétaire administratif, qui ne sait pas que lorsqu'il est en déplacement, il doit se déplacer avec au moins 2 maillots. Alors, le maillot domicile, en griffe, parlons de maillot domicile, parce qu'on dit qu'en début de saison, chaque club est obligé de présenter ses couleurs. Il y a 3 couleurs. Un maillot domicile, et puis les 2 autres couleurs, c'est pour le déplacement. C'est ça. C'est comme ça. Les maillots domicile de l'ASK, c'est le maillot vert. Extérieur, maillot blanc. Je ne connais pas la 3e couleur. Maillot domicile de Royal, c'est maillot bleu-rouge. Extérieur, c'est blanc. Et la 3e couleur, je ne sais pas. Alors, il se trouve que Royal reçoit. Normalement, Royal doit porter quand même bleu-rouge. Même Royal porte blanc. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Bon, c'est ça, c'est ce que je disais. Vous voyez, vous venez de lire le règlement avec des notions qui, plus tard, quand on le développe après, ça change. Ces notions-là permettent et donnent l'occasion d'aller à une autre interprétation. Voilà, c'est ça. Les notions de maillot à domicile. Après, plus tard, on vient dire que le club qui reçoit... On parle de maillot principal. Voilà, maillot principal. Après, on vient parler de maillot à domicile. Où les clubs ont chaque club pris individuellement a eu à présenter des maillots où il a titré, il a donné l'utilisation qu'il allait faire à quel moment. Il a dit, ce maillot-là, je le porterai quand je suis à domicile. Ça veut dire quand je reçois mes matchs, c'est à ce couleur-là je vais jouer. Et je porterai ces maillots-là en déplacement. C'est dit, ou bien si ça aussi c'est une prescription du règlement, vous allez voir que l'interprétation change. On serait en train donc d'aller dans ce qui est contextuel, ce que nous, dans notre contexte, on a admis. Ce que nous, on est en train de dire, c'est ce qui est généralement
inscrit partout. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un maillot de domicile? À ma connaissance, celui qui reçoit porte le maillot de son choix. Ah d'accord, il n'y a pas de maillot domicile. Celui qui reçoit porte le maillot de son choix. Le maillot principal. Le maillot principal. Si on parle de maillot principal. Celui qui On parle de maillot principal. Il a la même couleur. Voilà, l'équipe visiteur change de maillot. Voilà. Au cours du match? Non. Quand on dit le maillot à la présentation. Parce qu'il avait présenté quel maillot? Le maillot blanc? Ah, comme maillot principal. Oui. C'est ce maillot que Royal a porté pour sortir. Non, je veux dire, Royal avait déjà dit le maillot principal. Non, ça c'est en début de saison. Ouais. Chaque club doit déposer ses couleurs. Voilà. Le maillot principal de Royal, c'est bleu-rouge. Pour dire qu'à domicile, je porte bleu-rouge. Oui, bien sûr. En déplacement, je porte blanc. Voilà. Bon, c'est pas dit. Parce qu'on ne parle pas de déplacement et on parle pas Parce que, par exemple, au basket, par exemple, ce problème est résolu. Pour les équipes qui accueillent, vous devez bien un maillot clair. Pour les équipes qui se déplacent, un maillot sombre de votre choix. D'accord. Lorsque vous recevez un match, vous portez le maillot de votre choix. Celui qui a un déplacement. Qui a un déplacement. Qui porte. C'est-à-dire, il regarde en fonction de ça. De la couleur que vous portez, pour ne pas qu'il y ait quand même une confusion de couleurs. Mais si on parle de maillot de domicile, moi... Non, mais est-ce que ça, c'est opérant? Il avait été décidé. Est-ce que ça, c'est opérant? Mais est-ce que toutes les... À la réunion technique... Non, je ne pense pas. À la réunion technique, Royal est en blanc. À la réunion technique. Oui. Bien sûr. Et les contrôles, est-ce qu'il y a un vert? C'est lorsque le match vient se jouer. Rien n'a été dit. Eh ben, personne n'a dit mot et on attend sur le terrain. On sort en blanc. On sort en blanc. Moi, je crois qu'il faut sanctionner les gens, c'est tout simplement. D'accord. Non, moi, je pense qu'il faut relire les textes. Parce qu'il n'y a pas un problème au niveau des textes aussi qui bon, nous je donnent pense pas qu'il faut assez clairement les lire clairement choses. pour ça. Je sais que quand même il y a une commission qui va statuer. Ils vont forcément lire et puis regarder. Mais ça ne doit pas se permettre. On ne doit pas se permettre des comportements comme ça. Parce que le président vous dit, le président est sur le plateau, il vous dit qu'il n'y a pas de maillot domicile ni extérieur. Il y a le maillot. Si vous recevez, vous choisissez votre maillot et l'équipe visiteuse s'aligne. C'est ce que le président vous dit ici, sur ce plateau. Donc c'est ce qui signifie que la SK devait s'aligner. Ben. Non, mais il a un déplacement. Voilà. Donc mais peut-être qu'il a l'habitude de s'allier de façon générale. Peut-être qu'il a l'habitude de s'allier comme quoi lors de la réunion technique. Oui. Si l'autre présente maillot blanc, un autre maillot, un maillot, je ne sais pas, ça veut dire blanc ou bien, je ne sais pas, c'est bleu-rouge, l'équipe de... Devant les arbitres, et l'autre, ça va porter le maillot de son choix. Oui. On rentre dans le terrain, on voit que tu as changé le maillot que tu avais présenté lors de la réunion technique. Non, ils n'ont pas présenté de bleu-rouge. Ça pose un problème. Apparemment, le problème se pose aussi au niveau de l'équipementier. Est-ce qu'au niveau de la fédération, on a doté les équipes en fonction des couleurs choisies au départ? Non, il y a eu des erreurs cette année, ça je vous le confirme. Nous avons eu même ce problème-là où on a ramené le maillot pour qu'il change. Oui. Pour qu'il change, sinon ça va quand même poser un problème. Parce à ce sujet-là, Fayama a relevé un aspect qui est très important. Parce que si on doit retransmettre un match comme ça, et il est annulé. Oui. Alors que moi, je suis d'accord qu'un match soit sur place, reporté ou quoi, annulé, je ne sais pas, du fait d'intempéries. Voilà. Mais que ça ne soit pas... Mais que c'est sur des problèmes d'interprétation des textes sur place et puis on ne s'entend pas. Bon, et même les histoires de celui-là qui fait ça, moi je pense il ne pense pas à des transmissions où non, il ne pense pas à ça, oui, c'est pas son problème. Malheureusement. Alors, selon nos informations, Royal n'a pas de maillot bleu-rouge avec le sponsor. Les maillots dotés par la fédération, c'est maillot orange et puis maillot blanc. Donc, ça veut dire que le sponsor n'a pas respecté les maillots choisis au départ. Donc, dans ce contexte-là, Royal ne peut pas porter son maillot bleu-rouge. Voilà, c'est pas possible. Et le maillot blanc, il y a le sponsor. Je pense que donc, le président a dit quelque chose qui est aussi bien. Le président a reconnu que même quand des maillots ont été faits, les maillots qui les ont été envoyés là, ils ont vu que ça ne répondait pas. Ils étaient obligés de renvoyer pour correction. Je pense que personne ne sera contre ça. Parce que nous voulons que les choses soient bien faites. Si tout le monde s'inscrit dans ça, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui fait mal un travail, on amène pour qu'on corrige. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aussi s'inscrire dans la dynamique de peut-être voir plus loin que ça. Parce que ça ne plaît à personne de dire à quelqu'un de faire un maillot. La personne s'engage et en cours de chemin, tu n'arrives pas à donner les maillots qu'on demande. Et pas dans le délai encore. Et tu donnes encore les maillots que les gens sont obligés. Et ça permet d'aller dans des comportements comme ça. Je pense que c'est regrettable. Tout le monde va tirer les conséquences. Là-dessus, on aurait pu trouver une solution. On peut corriger. Est-ce qu'on peut rejouer le match? Non, on pouvait trouver une solution sur le champ, sur le terrain, entre dirigeants et officiels et tout ça. On joue, et puis bon, on accepte de jouer
et qu'on demande à une équipe de changer de maillot, on va jouer et après, on va trouver la formule pour voir qui a tort sur ce match-là. Ça ne va pas de sanction. Non, moi, je pense que la base du règlement, c'est que l'équipe visiteuse change de maillot. Mais je vais dire, lui, il a évoqué, il change de maillot. Et il a évoqué la réunion technique où... ils sont sortis avec... Royal est venu avec un maillot blanc. À la réunion technique. Et l'autre est venu avec un maillot vert. Arrivé au terrain... Ils ont changé les blancs. D'accord. Ils ont changé les verts. La solution, Escaf reprend son maillot vert et joue avec son maillot vert. On va pas trop s'attarder sur la question. Je pense que... Je crois qu'il y avait... Vous avez dit quelque chose au départ en parlant de ce match-là. Est-ce que les gens cachaient quelque chose? Les gens avaient d'autres... Peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. Ben, on ne comprend pas. On va y arriver. C'est difficile. Dans ce championnat, tout est possible dans ce championnat-là. Oui, non. Des équipes qui sont souvent en déplacement, qui escaladent les murs, qui ne veulent pas passer par la... Ça vous arrive souvent de le faire? Bon, ça, je ne sais pas trop. Moi, j'arrive en retard. Moi, je ne sais pas trop. Ça, j'arrive en retard. Il a dit qu'il arrive en retard. C'est grave, vous dites. Ça, moi, je ne sais pas trop. C'est grave, c'est que vous dites. Il ne va pas le reconnaître. Sinon, c'est qui même qui refuse. Je suis même devant. Dans les vestiaires. On a vu des équipes qui refusent dans les vestiaires. On va progresser dans le débat pour parler maintenant donc de cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bertrand Traoré accuse Bourema Maïga de diffamation concernant son absence avec les étalons du Burkina lors des derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Bourema Maïga avait affirmé sur un plateau télé que le sociétaire de Aston Villa n'était pas blessé. Touché donc dans son amour-propre, le clan Bertrand Traoré a donc esté en justice Bourema Maïga le 16 novembre dernier. Le juge avait renvoyé le dossier le 30 novembre et finalement, le verdict sera connu le 14 décembre prochain. Alors, messieurs, est-ce que Bertrand a raison donc d'aller en justice pour cette affaire? Moi, je ne vais pas parler à la place d'un des acteurs, mais ce que je regrette en tant que partenaire du sport, que je regrette, c'est que des acteurs de notre football se retrouvent en justice. On va attendre le verdict. Des acteurs influents. Influents, c'est vrai, il faut l'ajouter. On va attendre le délibéré, le verdict, mais sincèrement, c'est un regret pour notre football. Et nous sommes en décembre, à quelques jours de la CAN, où nous devons unir nos forces. Nous devrions trouver une solution à cette affaire. Je sais qu'il y a une solution à la bien. Oui, il y a eu des tentatives. Cela n'a pas abouti. Je crois que s'ils sont allés en justice, cela n'a pas abouti. Tentative de médiation. Mais que ce soit Bourema Maïga ou Bertrand, ce sont des personnes importantes de notre football. Ce sont des personnes qui apportent, chacune, parlant de personnes, quelque chose à l'avancée de notre football. On ne va pas parler de chacun ici, chacun d'eux, mais à la veille de cette CAN, où nous devons être ensemble, unir nos forces autour de cette équipe, de l'encadrement technique, des dirigeants de notre football, du ministère, de tous ceux qui encadrent cette équipe, parce que nous en faisons tous partie. Nous devons tous regarder dans la même direction. Nous aurions dû trouver une autre issue pour éviter que cela fasse du bruit sur les réseaux sociaux depuis que ça a commencé. C'est vrai, on dit souvent, ce qui sort de la bouche, on ne peut pas... quand on ne peut pas ramasser ça après. Donc c'est parti. On va entendre le verdict et voir s'il y a une solution qu'on peut trouver après ça entre acteurs du football, parce que c'est le fair play toujours. Et on pourra dominer ça en grande personne et regarder dans la même direction. Ça. Oui, bon, oui, c'est vrai. Très rapidement, la question de confraternité, je n'aurais peut-être pas dit ça. C'est pas que j'ai quelque chose contre le média, mais j'aurais préféré que, en tout cas, le camp de Bertrand Traoré saisisse plutôt le Conseil supérieur de la communication. Voilà, donc qui aurait pu donc rappeler alors donc nos confrères, c'est vrai. Donc dans un souci d'apaisement là, on ne va pas jusqu'à des condamnations. Il a peut-être jugé qu'il était mieux d'aller en justice donc pour laver son honneur. Si c'est le cas, donc la justice va rendre son verdict. Mais en même temps, cette affaire, moi je pense que ça met à nu un problème. Il y a des joueurs, lorsqu'on les convoque, ils sont blessés, ils cachent leurs blessures, ils arrivent en club,
Et ils arrivent plutôt en sélection, en équipe nationale. On se rend compte que c'est en équipe nationale qu'on se rend compte qu'en fait, celui-là était blessé, on n'aurait pas dû le convoquer. Ça, c'est un premier problème qui est là et qu'il faut résoudre. Ensuite, il y a des joueurs également qui ne sont pas blessés. Ça arrive. Je ne dis pas que Bertrand Traoré était blessé ou pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas blessés et qui vous disent, annoncent qu'ils sont blessés, avec la pression souvent derrière donc, du club, parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Les clubs, surtout anglais, ne souhaitent pas, que les joueurs viennent, surtout dans ce contexte de Covid et autres, que les joueurs viennent disputer donc, les compétitions en Afrique ici. Donc il y a souvent ces blocages-là aussi qui sont là, et on dit qu'un joueur est blessé. Et quand ils arrivent, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a rien. On entend ça souvent, c'est surtout des petits bobos. Et finalement, le joueur est aligné sur le terrain. Donc en même temps, ça cache, met en nu ces problèmes-là qu'il faut à un certain moment résoudre. C'est vrai que ça ne fait pas bruit, mais dans les confidences, on a ça. Vous avez les docteurs, les médecins souvent, qui parlent de ces cas-là et c'est gênant. Ça ne permet pas à un entraîneur de bien faire le travail. Donc c'est surtout, en tout cas cette affaire permet donc d'évoquer ce cas-là. Et comme je l'ai dit, j'aurais souhaité en tout cas que ça soit donc par une autre issue, par exemple la voix du Conseil supérieur de la communication, plutôt que ça se retrouve en justice. D'accord. Voilà. Alors Fayama, on ne va pas vous permettre de parler de ça parce que voilà, c'est un peu le temps est en train de courir. On va parler du 7e ballon d'or de Lionel Messi. L'Argentin a remporté donc son 7e ballon d'or ce lundi à Paris. Est-ce que Messi mérite le ballon d'or 2021? Pour moi, je dirais simplement que c'est un ballon d'or à critères variables. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où les critères là sont fixés seulement sur les grandes réalisations que tu as fait du côté de l'Europe et très peu, même si c'est en national, que ce soit peut-être la Coupe du Monde. Mais les autres considérations là, bon, on dit bon c'est bon, oui, mais voilà. Mais cette fois-ci, bizarrement, c'est ça qui a été le déclic. C'est ce qu'il a été, ce que Lionel Messi a réalisé en Argentine qui a plus compté. Parce que quand il regarde du côté de l'Europe, il y a pas mal de concurrents qui étaient mieux que lui. Moi, c'est ça qui m'attriste. Sinon, très sincèrement, si on met ça aussi dedans, on met ce qu'il a fait en Argentine dedans, au même titre que les autres critères qu'on regarde du côté de l'Europe, là, vous voyez que franchement, il a vraiment fait beaucoup. Hein. Contrairement à Lewandowski, où avec sa petite équipe de Pologne, c'est vraiment difficile d'aller plus loin. D'accord, très rapidement, Antoine. Oui ou non? Mérite-t-il le ballon? Oui ou non? Parce qu'on va conclure. C'est un vote. Moi, je crois que lorsqu'on vote, le résultat, il faut prendre en compte que le résultat. Maintenant, et comme on ne nous a pas dit quels étaient les critères, on ne peut pas jouer parce qu'il y a eu tellement de débats. Il y a eu trop de débats autour. Parce que l'autre a été performant, l'autre, si on n'a pas trop vu, c'est Copa América. Mais on a demandé aux gens de voter. Ils ont choisi. C'est pas sentiment ou c'est pas quoi. Moi, je m'en tiens au vote. Et puis, maintenant, après, que les gens nous donnent des critères, maintenant, après, sur lesquels on se base, si les gens n'ont pas respecté ces critères. D'accord. Non, mais je pense que ce sont les critères, c'est clair. Il y a donc les performances du joueur, il y a l'aura du joueur, il y a l'aspect marketing du joueur. Donc, il y a ces éléments-là qui comptent. Et je pense que sur le plan médiatique, c'est Messi. Voilà, oui, le pays. Voilà, quand on regarde tout ça. Les gens tiennent compte de ça. Et maintenant, ça dépend également de la période du vote. Je ne, comment on appelle ça, je ne pronostiquerai pas là-dessus parce que le football occidental, moi, je ne la suis pas. Je ne connais pas comment elle fonctionne. Moi, seulement, je suis Asfa Ourié. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à Antoine Baceno. Merci à Antoine Baceno, édition Le Pays. Merci à Boukari Ouedraogo, Fondation Hirondelle. Merci à Issoufou Fayama, observateur indépendant de football. Voilà, vous êtes également à la fédération, il faut quand même l'ajouter. Et puis, merci au président donc, de l'ASFA Yenenga, M. Seydou Cabré. Merci d'être venu sur ce plateau pour ce débat donc, de Sportbox. Sportbox, ça boxe toujours. À très bientôt.